Nous vivons dans une période assez étrange. D'un côté, certaines personnes cherchent à amener l'humanité toujours plus loin grâce au progrès, que ce soit en nous promettant d'aller sur Mars, d'alimenter le monde entier grâce à des énergies vertes, voire de manipuler les fonctionnements de nos organismes pour pourquoi pas devenir immortels. Mais en même temps, on ne peut que constater que notre mode de vie engendre de plus en plus de chaos autour de nous. Tempêtes, ouragans, augmentation des températures, montée des eaux, catastrophes naturelles. Le dérèglement climatique fait de plus en plus parler de lui, pendant qu'une part de personnes toujours plus importante semble en être les victimes. Selon les experts du sujet, si on continue comme ça, les activités humaines pourraient même amener notre espèce à sa propre extinction. Et que ce soit clair, il n'est pas question ici de prophéties de quelques illuminés qui nous annoncent l'apocalypse, mais du consensus érigé par des milliers de scientifiques venant du monde entier. La situation bioclimatique actuelle représente de fait une réelle menace pour tous les terriens. Heureusement, malgré l'urgence, nous avons encore une marge de manœuvre, et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment sauver l'humanité. Bon, je m'excuse par avance, mais ce début de vidéo risque d'amener son flot de sentiments inconfortables. Le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, c'est des choses dont on a tous déjà entendu parler, mais manifestement ça reste des sujets encore mal compris. On ne se rend pas compte des enjeux gigantesques qu'ils représentent. À mon sens, si on veut résoudre ces problèmes, la première chose à faire c'est de s'y confronter et de les comprendre. On va donc, dans un premier temps, explorer l'ensemble des risques systémiques qui peuvent mettre fin à notre civilisation. On parlera des crises écologiques et climatiques, de l'épuisement des ressources naturelles et des prévisions du GIEC. Ensuite, dans la deuxième partie, on passera à la sphère des solutions et des actions à mettre en place pour éviter les catastrophes qui s'annoncent. Maintenant que ça c'est fait, rentrons dans le vif du sujet. Et pour ce faire, commençons avec un peu d'histoire. Revenons dans le temps à l'époque de la révolution industrielle. Cette période est définie comme étant le processus du 19e siècle qui a fait basculer notre société qui était à dominante artisanale vers une société industrialisée et commerciale. Alors en soi, cette révolution, elle est absolument géniale. C'est à partir de là que notre mode de vie en tant qu'humain s'est complètement métamorphosé. C'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut aller tranquillement au supermarché du coin et accéder à autant de nourriture que l'on veut. Rendez-vous compte, il y a 150 ans, pour accéder à cette même nourriture, il fallait se lever tous les matins et travailler dans les champs. Comme très grande avancée, on peut également mentionner la médecine moderne. Aujourd'hui, on a des antibiotiques et des médicaments à profusion. Et avec les progrès en chirurgie, en hygiène et l'arrivée des vaccins, tout ça, ça a permis d'allonger considérablement l'espérance de vie. Et je ne parle même pas de la démocratisation de la voiture, des avions, ainsi que des camions et autres porte-conteneurs, qui, en s'appuyant sur les énergies fossiles, ont amené à la mondialisation. Cette mondialisation qui, elle-même, a permis l'ascension de notre mode de vie moderne. Tout ça s'inscrit dans ce que le chercheur Will Stephen et ses collègues ont appelé la grande accélération. C'est-à-dire que si on prend en compte tout plein de facteurs relatifs à l'humanité, eh bien on s'aperçoit que toutes ces courbes s'accélèrent très vite, avec des allures parfois exponentielles. Parmi ces données, on peut constater la démographie qui augmente fortement, pareil pour le PIB, donc pour la production de richesses, pour notre consommation d'énergie, l'utilisation de transport, etc., etc. Sauf qu'il y a un mais. Être plus nombreux et tous vouloir un mode de vie très confortable à l'occidental, c'est super sympa, mais cette révolution, elle apporte aussi son lot de conséquences. Et pour assimiler ces conséquences, il faut prendre en compte deux caractéristiques. Déjà, l'empreinte écologique, c'est-à-dire l'impact qu'a l'humanité sur son environnement. Et aussi la biocapacité, à savoir la faculté qu'a la nature à régénérer ses ressources, à absorber les déchets qu'on lui envoie et à réparer les dégâts qu'on lui inflige. Maintenant, si on regarde la réaction qu'a eu le système Terre par rapport à tout ce qu'on lui a fait subir, eh bien on peut voir que nos activités ont causé de gros problèmes. Premièrement, ça se voit par des émissions toujours plus importantes de molécules comme le dioxyde de carbone ou le méthane, ces gaz ayant la particularité d'être à effet de serre. Mais ce n'est pas tout, la vie sauvage en a aussi pris un sérieux coup. En effet, les océans deviennent acides, la déforestation des forêts tropicales tourne à plein régime, et la biosphère terrestre est salement amochée. Si on fait le bilan, on peut voir que depuis les années 70, notre empreinte écologique est au-dessus de la biocapacité terrestre. C'est-à-dire que l'on engendre plus de dégâts que notre planète ne peut en absorber.
Et malgré le fait que ces dernières années on parle de croissance verte et de charmantes technologies comme les éoliennes et autres panneaux solaires, malheureusement on voit bien que plus le temps passe et plus la biocapacité diminue. En d'autres termes moins savants, lentement mais sûrement, la seule maison que l'humanité n'ait jamais connue est en train de s'effondrer. Et ça, nos gouvernements en sont informés depuis des décennies. Et pourtant, malgré le nombre de concertations sur le climat, rien n'a été entrepris. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Bon, on a regardé de bien jolies courbes, mais il est temps de s'attarder concrètement sur les conséquences de notre inaction. Commençons par examiner la vie sauvage et la biodiversité. Par rapport au siècle dernier, on constate que nos activités ont eu des conséquences colossales sur toutes les branches du vivant, que ce soit les amphibiens, les mammifères marins et terrestres, les crustacés ou récifs coralliens, tout y passe. Selon un rapport de 2016, près de 58% des espèces vertébrées ont disparu depuis les années 70. Quant aux insectes, près de la moitié d'entre eux se sont éteints en 30 ans. Pourtant, une partie de ces derniers, comme les abeilles notamment, sont responsables de la pollinisation des plantes, indispensable pour soutenir notre agriculture et donc notre sécurité alimentaire. En tout, c'est près d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Rien d'étonnant quand on sait que leur taux de disparition a été multiplié par 1000. À cause notamment de l'utilisation de pesticides, fongicides, insecticides et de la destruction des habitats et de l'accaparement des terres. Pour résumer, là où l'homme se développe, les autres terriens agonisent. Et tout ça, ça constitue la 6e extinction de masse de l'histoire de notre planète. La dernière étant celle des dinosaures, il y a 66 millions d'années, engendrée entre autres par des éruptions volcaniques de grande ampleur et par l'impact avec un astéroïde. Pourtant, aujourd'hui, c'est nous qui démolissons le vivant. Nous sommes le météore cette fois-ci. Mais les animaux ne sont pas les seuls à disparaître. Il y a également des ressources naturelles qui s'épuisent dangereusement à cause de l'exploitation humaine. Et à partir de maintenant, c'est justement de ça dont on va parler. Et puisqu'il n'est pas possible d'être totalement exhaustif, nous limiterons notre intérêt aux métaux, puis à une source indispensable d'énergie, le pétrole. Commençons donc par les métaux. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils sont absolument partout. Certains d'entre vous regardent sûrement cette vidéo sur leur smartphone, ce téléphone est en moyenne constitué d'une 50aine de métaux différents. On peut retrouver du cuivre qui va venir du Chili, du cobalt provenant de la République démocratique du Congo, du lithium de Bolivie, un petit peu de nickel, ainsi que du zinc ou encore de l'indium. Et tous ces matériaux viennent évidemment de l'autre bout du monde. Sur ce schéma, on peut voir que, quand bien même les réserves de certains métaux semblent considérables, la plupart des autres stocks commencent à dangereusement s'épuiser. Ces métaux, on les extrait dans des mines. Au début, les premiers gisements sont très concentrés, n'ayant pas été encore lourdement exploités. Sauf que plus le temps passe, moins on trouve de ces gisements, et donc nous sommes obligés de nous pencher sur d'autres moins concentrés. En ce qui concerne certains métaux rares, on se retrouve parfois à retourner 1 tonne de terre pour récupérer in fine quelques grammes de métaux exploitables, ce qui revient à utiliser de plus en plus d'énergie pour compenser des rendements d'exploitation qui s'affaiblissent. En dehors de certains métaux comme l'aluminium ou le fer, qui ont des stocks très importants, ceux de la majorité des autres matériaux fondent rapidement et finiront tôt ou tard par causer de lourds problèmes à nos sociétés. C'est d'ailleurs pour ça que les sources d'énergie verte, comme l'éolien ou le solaire, ne pourront jamais être développées à large échelle. Effectivement, et je vous passe les détails, elles demandent des quantités de métaux considérables pour leur construction, tout ça pour un rendement énergétique peu attrayant. Selon l'ADEME, des pénuries sur certaines matières premières pourraient survenir avant 2030. En plus, l'augmentation des consommations énergétiques pour extraire ces matériaux pourrait rentrer en confrontation avec une autre ressource qui se raréfie. Il est donc temps de parler du pétrole. Premièrement, le pétrole est l'une de nos sources d'énergie qui nous est le plus indispensable. Essayons donc de comprendre ce qu'il représente pour notre société. Et pour ce faire, on va se poser une question.
L'énergie, qu'est-ce que c'est en fait? Pour bien percevoir le rôle de l'énergie dans notre monde industriel, j'avais envie de vous parler d'une petite expérience. L'expérience consistait à alimenter un grille-pain à la force humaine. Bon, comme ça a l'air simple, mais en fait, pour chauffer une simple tranche, on a dû faire appel à un cycliste de haut niveau, et ce dernier a dû réaliser un sprint pour parvenir à griller la tranche. Et en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Pour vous donner une image, avec nos petits bras, on délivre une puissance de 10 watts, et avec nos jambes, on a une puissance de 70 watts. À côté du pétrole, ça représente une puissance exercée absolument ridicule. En comparaison, un tracteur fonctionne avec 60 kW, donc l'équivalent de 600 paires de jambes. De fait, il y a quelques siècles, on avait besoin sur un champ de plusieurs centaines de personnes pour la même efficacité d'un seul agriculteur aujourd'hui armé d'un tracteur. Nos chaînes d'approvisionnement, dans leur immense majorité, nécessitent donc des quantités phénoménales de pétrole. Si on voulait continuer à avoir ce mode de vie sans ce dernier, il nous faudrait des centaines d'esclaves énergétiques à notre disposition pour fournir de l'énergie à nos véhicules et plus généralement à l'ensemble de nos machines. En moyenne, un Français utilise directement ou non 15 litres de pétrole par jour, que ce soit pour se chauffer, s'alimenter, se déplacer, etc. Il est donc employé partout pour soutenir notre civilisation actuelle. Et pourtant, arrivera un moment où on n'en aura plus suffisamment à notre portée. Effectivement, en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel, on a atteint un pic de production entre 2006 et 2008. Autrement dit, depuis ces dates, on constate une diminution de la production. Et ça, c'est pas qu'on ait subitement décidé d'être écolo, mais parce qu'on n'arrive plus à mettre la main sur autant de pétrole qu'avant. Les gisements pétroliers où les ressources étaient autrefois faciles d'accès deviennent de moins en moins nombreux. Maintenant, supposons que, demain, les pays producteurs de pétrole ferment les robinets de gré ou de force. Le résultat, c'est qu'on n'aurait plus de quoi faire avancer les véhicules qui nous approvisionnent. Petite précision, nos supermarchés possèdent à peu près 3 jours de stock de marchandises. Conséquence, le premier jour, les grandes surfaces ont encore des stocks. Le deuxième, ils attendent les camions censés remplir les rayons, et la population commence à s'inquiéter. Et le troisième jour, les stocks sont épuisés. Donc en gros, si au bout de 3 jours, les camions n'assurent toujours pas un approvisionnement continu, eh bien les supermarchés finissent vides. Je vous laisse imaginer comment une population réagirait si elle apprenait que les supermarchés ne sont plus capables de l'alimenter. Nos systèmes étant accros au pétrole, sans lui, ils ne peuvent plus maintenir un ordre social stable et apaisé. Et ce que je raconte là n'a rien d'une surprise. La communauté scientifique nous a alertés de ces problèmes depuis le début des années 70. En effet, en 1972 sortait le rapport Meadows, rédigé par des chercheurs du MIT et commandé par le Club de Rome. Avec ce rapport, les chercheurs se sont acharnés à expliquer au gouvernement quelque chose d'extrêmement simple. Il est impossible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Ce rapport, nommé Les limites à la croissance, a été publié par Donella Meadows et son mari. Ces deux scientifiques, experts en dynamique de système, ont pris en compte un très grand nombre de facteurs, comme la population mondiale, la production de services, la nourriture, la pollution, pour voir ce qu'allait advenir de nos sociétés en fonction de ces paramètres. Ils ont incorporé tout ça dans leur modèle et le résultat est exprimé grâce à ces courbes. Celles en pointillé représentent les prévisions faites à l'époque, et celles en trait plein représentent ce qui s'est réellement passé. On peut voir que les tendances des courbes ont été analysées avec une précision satisfaisante, c'est-à-dire qu'ils ont jusque-là prédit avec efficacité l'évolution des différents facteurs. Si on poursuit leurs prévisions, ce modèle annonce un effondrement de notre système aux alentours 2020-2040. L'effondrement, c'est un mot qui peut créer de la peur, et c'est pourquoi notre société doit le traiter avec beaucoup de sérieux. C'est défini comme un phénomène entraînant le déclin imminent de notre monde industriel, ce qui inclut l'extinction de nombreuses espèces vivantes, dont éventuellement l'espèce humaine. Ces conceptions décrivent un risque de catastrophe planétaire provoqué directement par le mode de vie des humains. Ces théories de l'effondrement s'appuient sur des indices mesurables et des études documentées, ainsi que sur des faits scientifiques dont la réalité est reconnue par des rapports et expertises scientifiques officielles. Toute cette phrase compliquée pour dire que je suis pas en train de vous réciter les nouvelles prophéties d'une fin du monde. Non, les différents effondrements sont des domaines qui sont réellement documentés, comme par exemple par les membres du GIEC en ce qui concerne l'effondrement du climat, de l'IPBES pour le déclin de la biodiversité, l'IAE et l'OPEP concernant les ressources en énergie,
ou encore de l'ADEME dont on a déjà parlé, pour les réserves en matériaux. Ce n'est donc pas du tout un sujet pris à la légère par les communautés scientifiques. Une autre définition de l'effondrement nous vient d'Yves Cochet, un de nos anciens ministres de l'écologie. Selon Yves Cochet, l'effondrement aura un impact mondial. Cela implique que les services de base comme boire, manger, se loger, l'accès aux services de santé, à la mobilité et à la sécurité ne seront plus assurés par nos gouvernements. Et ils devraient se manifester selon lui avant 2035. Alors, quand j'évoque l'hypothèse d'un effondrement de notre société dans les années 2030, ça a tendance à laisser sceptique. On me dit souvent que ça ne va jamais arriver, que ça n'a pas de sens. À ce moment, j'aime bien montrer ce dessin, parce que selon moi, il reflète plutôt bien notre situation actuelle. On pourrait le résumer comme ça. Ce n'est pas parce que notre système thermo-industriel défonce le vivant depuis plus de 200 ans qu'il va pouvoir continuer à le faire indéfiniment. Et le problème, en plus de ça, c'est que le modèle que je vous ai montré tout à l'heure ne prend pas en compte le réchauffement climatique. Il est donc enfin temps d'aborder le sujet du dérèglement du climat engendré par notre espèce. Pour comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu, mais les gaz à effet de serre, comme le CO2 ou le méthane, retiennent une partie de ces rayonnements émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la chauffer. Ces molécules, naturellement présentes dans l'atmosphère, permettent donc de créer cet effet de serre. Sans lui, il ferait moins 18 degrés sur Terre en moyenne. Ce phénomène a donc été indispensable à l'apparition de la vie. Sauf que, comme on l'a vu précédemment, l'humanité s'est amusée depuis la révolution industrielle à relâcher un important surplus de dioxyde de carbone et de méthane. De fait, la concentration en gaz carbonique s'est tout d'un coup mise à augmenter, intensifiant par conséquent l'effet de serre. Et donc, ça amène à un réchauffement climatique supplémentaire. Le dérèglement du climat est donc une réalité. Voici par exemple les anomalies de la température moyenne par rapport à la normale depuis plusieurs décennies. On constate bel et bien qu'il a déjà un impact. On ne cesse de battre des records de température d'année en année et seulement de chaleur. Entre autres, ça a entraîné des modifications des dates de moisson. Par rapport aux années 70, on récolte le blé un mois plus tôt et les jours de gel diminuent également d'une façon anormale. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible. Ici, une erreur à ne pas faire serait de confondre météo et climat. La météo, c'est relatif à un endroit à un moment. Ce n'est pas grave si la météo change. On l'expérimente plusieurs fois dans la journée, il peut faire 10 degrés le matin et 15 l'après-midi sans que ça ne pose aucun problème. Mais par contre, c'est pas du tout la même chose avec le climat, qui lui est à l'échelle planétaire. Le changement de quelques degrés peut complètement chambouler les conditions de vie sur Terre. Tenez, je vous présente justement la Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années. C'était lors de la dernière ère glaciaire. À cette époque, on pouvait aller aux États-Unis à pied en faisant le voyage sur une épaisse couche de glace. Et maintenant, voilà notre planète actuelle. Vous savez quelle est la différence de température entre ces deux périodes ? 5 degrés. Il a fallu seulement 5 petits degrés Celsius pour transformer radicalement notre planète. Et ces changements étaient très très lents. Ça a pris des milliers d'années pour doucement évoluer vers l'état actuel. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir parler des différents scénarios concernant l'évolution du réchauffement climatique. Ces scénarios ont été rédigés par une instance que vous connaissez probablement, le GIEC, le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, qui représente des milliers de scientifiques et climatologues. On va commencer en parlant des impacts actuels du changement climatique. Puis, je vous exposerai 3 futurs scénarios du GIEC. Un à plus 2 degrés de réchauffement, un autre à plus 4 degrés, et enfin un dernier à plus de 7 degrés de réchauffement planétaire. Mais avant de nous lancer, il y a une caractéristique physique à prendre en compte. Elle s'appelle l'inertie thermique. En fait, quand on parle d'un réchauffement climatique de plus de 2 degrés en 2100 par exemple, il faut bien comprendre que c'est une moyenne, car il ne fait pas la même température uniformément sur Terre.
Et il se trouve qu'en fait, les continents concentrent plus la chaleur que les océans. Il y fait entre 1,8 et 2 fois plus chaud. Donc, quand on parle d'un réchauffement planétaire de 2 degrés, il faut comprendre que pour nous, sur les continents, il fera plutôt entre 3,5 et 4 degrés supplémentaires. Voilà pour ce point de physique, rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Avec tout le carbone qu'on a déjà largué depuis les années 1800, on a déjà atteint un réchauffement de plus de 1 degré, et on constate à présent de lourdes conséquences sur notre environnement et les populations. Prenez cette photo. Elle montre les températures en Inde en 2019. Les zones en violet représentent les régions où les températures ont été supérieures à 50 degrés. Une telle température, c'était inédit, et ça a été malheureusement possible à cause du degré supplémentaire engendré par le réchauffement climatique. Comprenez bien qu'à plus de 50 degrés, les capacités thermorégulatrices du corps ne fonctionnent plus. Ça a de graves répercussions sur le cœur et le cerveau. Ainsi, en Inde, les gens tombaient gravement malades, car les températures ne leur permettaient plus d'entretenir correctement leurs organes, les menant parfois à la mort. Parce que oui, chez nous, quand il fait 45 degrés à l'ombre, on allume la clim, mais les populations qui, elles, n'en ont pas les moyens, subissent ces températures dans l'indifférence des pays occidentaux. Voilà pour la situation actuelle, revenons donc à nos prévisions, et débutons par ce que pourrait engendrer un scénario à plus 2 degrés. Avec 2 degrés supplémentaires sur notre planète, nous connaîtrions des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, et des endroits où l'agriculture deviendrait impossible. Tout ça provoquerait l'immigration de centaines de millions de réfugiés climatiques. On assisterait également à une augmentation de 48% des vagues de chaleur, ce qui aura, encore une fois, de très lourdes conséquences sur l'agriculture. En effet, générer des récoltes demande énormément d'efforts, efforts qui peuvent être ruinés par seulement quelques jours de canicule. Tout ça sans oublier que la population mondiale continue de croître. En d'autres termes, nous aurons de moins en moins de nourriture disponible et pourtant de plus en plus de gens à nourrir. Nous verrons donc une partie de la population qui ne pourra plus manger à sa faim, ou qui n'aura plus accès à suffisamment d'eau potable. Des famines de masse feront leur apparition, engendrant des tensions pour des ressources essentielles à la survie. Et malheureusement, plus il y aura de conflits et plus il y aura de victimes, développant ainsi des maladies et encore plus d'insécurité alimentaire. À elles seules, ces périodes de famine auront malheureusement le potentiel de tuer des dizaines de millions de personnes. Ce que je viens de vous présenter n'est que le premier scénario possible, et de loin le moins pire. Ce que nous étudierons par la suite ne sera pas plus joyeux, je préfère vous prévenir. Je tiens cependant à rappeler que le titre de cette vidéo est « Comment sauver l'humanité ?» et donc que notre but n'est pas de nous morfondre sur nos problèmes, mais au contraire de trouver des solutions. Car oui, il y a des solutions aux problèmes actuels. Il est toutefois nécessaire de se confronter à la réalité si nous voulons traiter ces problèmes avec efficacité. Passons à présent au scénario d'un réchauffement planétaire de 4 degrés. Ce scénario du GIEC a été réalisé sous le modèle business as usual. C'est donc ce qui va se produire si on poursuit notre croissance actuelle avec seulement quelques mesures écologiques, à coup de croissance verte et de quelques panneaux solaires. En gros, si on ne se bouge pas radicalement, voilà ce qui risque de nous arriver. Avec un tel réchauffement, les pôles arctiques et antarctiques vont quasiment disparaître. Donc adieu aux ours polaires et bonjour à l'augmentation du niveau de la mer. Mais plus important encore, les 3/4 de nos surfaces habitables seront devenues invivables à cause des nouvelles vagues de chaleur mortelles. Je le rappelle, il suffit qu'il fasse plus de 50 degrés pendant quelques jours pour que nos récoltes annuelles partent en fumée. Et on pourrait s'étendre pendant des heures sur tous les autres impacts dévastateurs que pourrait provoquer un tel réchauffement. Je vais donc devoir aller à l'essentiel. Il a été calculé qu'avec ces nouvelles conditions de vie, la Terre ne pourrait pas accueillir plus d'1 milliard d'êtres humains. Pour terminer avec les mauvaises nouvelles, nous allons parler des boucles de rétroaction. Alors, une boucle de rétroaction positive, qu'est-ce que c'est au juste ? Bon, déjà, désolé d'encore vous casser le moral, mais pour nous, ça n'a rien de positif. Ça désigne simplement un phénomène qui s'auto-alimente. Dans le cas du climat, ce sont donc des sortes de cercles vicieux. Et le GIEC en a en tout recensé une quinzaine. Je vais pas toutes vous les exposer, mais en voici quand même 2. On va examiner le cas du permafrost et des hydrates de méthane. Le permafrost, ou pergélisol en français, est constitué d'immenses étendues gelées au Canada, mais aussi en Alaska et en Sibérie. Sous cette glace sont emprisonnées des quantités colossales de méthane,
qui est un gaz bien plus réchauffant que le dioxyde de carbone. Le permafrost contiendrait en tout près de 1700 gigatonnes de carbone. On parle donc d'une véritable bombe climatique. Il y a aussi beaucoup de méthane dans les hydrates de méthane contenus dans les océans. Le souci, c'est que plus il fait chaud, plus le permafrost et les hydrates fondent. Par conséquent, une partie du méthane stocké sous la glace finit par se libérer et est relâchée dans l'atmosphère, entraînant donc davantage d'effets de serre et donc plus de réchauffement climatique, relançant ainsi le processus tout en l'accentuant au passage. Le permafrost et les hydrates de méthane constituent ce qu'on appelle donc des boucles de rétroaction positive. On n'a pas pu les évoquer, mais la déforestation, la perte d'albédo et l'acidification des océans en sont également. De fait, le problème majeur de ces fichues boucles de rétroaction, c'est qu'en gros, plus il fait chaud et plus ça se réchauffe. Et étant donné qu'elles s'auto-alimentent, elles seraient tout à fait capables de s'enclencher les unes à la suite des autres. Si ça devait se produire, alors on pourrait se diriger vers un scénario dit de planète étuve. C'est dans une étude sortie en août 2018 qu'évoquait ce terme. Pour faire court, pendant des centaines de milliers d'années, la Terre a oscillé entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Elle était dans une sorte d'équilibre. Sauf que nous, depuis l'ère industrielle, on a commencé à dégrader notre environnement et à émettre un surplus de gaz carbonique. Et ça a fait dévier notre planète de sa trajectoire climatique. Si on continue comme ça, concrètement si on ne prend pas la trajectoire de gauche en coupant drastiquement nos émissions, eh bien on pourrait arriver à un point de bascule, qui se caractériserait par l'enclenchement des boucles de rétroaction dont on vient de parler. Et si ça se produit, alors il est possible qu'on atteigne une phase d'emballement climatique catastrophique. Une fois ce stade atteint, c'est game over. Toutes les boucles de rétroaction finiront par s'amorcer. Et elles s'alimenteront d'elles-mêmes sans que nous puissions faire quoi que ce soit pour stopper ce processus infernal. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau contexte climatique, nous ne serions même plus capables d'agir. Le fait de stopper net nos émissions de carbone n'y changerait rien. Et dans cette escalade de température, nous pourrions atteindre le scénario de planète étuve et dépasser les plus 7 degrés de réchauffement planétaire. Je rappelle que ces 7 degrés se traduiront sur les continents par une augmentation entre 12 et 14 degrés. Autrement dit, nous serions totalement incapables de perpétuer l'agriculture, et donc de nous nourrir. Par conséquent, et je suis navré de l'annoncer, on signerait probablement la fin de notre séjour sur Terre. Bon, je préfère quand même vous rassurer, il y a peu de chances que ce scénario arrive. Mais quand on parle de la potentielle extinction de l'espèce humaine, je pense qu'il vaut mieux prendre de grandes précautions. Ce scénario est une hypothèse. Cependant, tant qu'on continuera à ne rien faire, cette hypothèse gagnera en probabilité. Il serait donc temps d'agir. Et justement, maintenant qu'on a terminé d'exposer l'ensemble des risques systémiques qui pèsent sur nous, on va pouvoir traiter de choses un peu plus sympathiques. Tâchons à présent de répondre à la question posée dans l'intitulé de la vidéo. Notre espèce étant menacée par la propre pression qu'elle inflige sur son environnement, comment pouvons-nous sauver l'humanité ? Avant de parler des choses à entreprendre, on va d'abord parler de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se plonger dans le déni. Les informations délivrées par les scientifiques sont très perturbantes, et c'est normal, elles nous incitent à faire le deuil de notre vision que l'on avait du futur. Le déni est d'ailleurs une réaction parfaitement naturelle, et fait partie des différentes étapes décrites dans la courbe de Kubler-Ross. Du coup, pour le moment, vous devriez vous situer environ dans cette zone-là. Et moi, mon but, c'est de vous montrer un maximum de mesures à entreprendre afin d'être armé pour passer ces prochains stades le plus rapidement et sereinement possible. Donc, comme on a vu précédemment, l'un de nos plus gros problèmes provient de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si on veut échapper au pire scénario du GIEC, il faut que chaque pays prenne sa part de responsabilité et se penche sur les moyens de diminuer drastiquement ses émissions. C'est en particulier le cas pour les États les plus industrialisés, comme les États-Unis ou nous autres les Européens. En effet, c'est nous qui avons imposé notre modèle productiviste au reste du monde, et qui avons l'impact individuel le plus élevé. Pour ce faire, on va s'intéresser tout d'abord aux moyens de faire baisser notre empreinte carbone personnelle, puis on passera aux moyens plus collectifs et politiques. Pour entamer notre réflexion, on va se pencher sur ce rapport. Comment faire sa part provenant de carbone 4,
un cabinet de conseil spécialisé dans l'adaptation au changement climatique et à la transition énergétique. Un rapport qui mérite donc notre attention, car il contient des chiffres spécifiques à la France et examine les différents leviers d'action pour faire baisser son bilan carbone individuel. Les voici. Ils se découpent en 4 secteurs. L'alimentation, la mobilité, autrement dit les transports, l'acquisition de biens et de services, ainsi que tout ce qui est relatif au logement. À ce stade, on peut déjà voir que les actions permettant le maximum de réduction résident dans le contenu de nos assiettes, et que le deuxième gros poste est constitué par les différents transports. Commençons par ces derniers avec 3 gestes majeurs. Tout d'abord, le fait de remplacer les trajets en voiture de courte distance par du vélo permet d'économiser 320 kg de CO2 par an. Ensuite, si on ne prend plus jamais la voiture seule, en mettant par exemple en place de manière systématique du covoiturage, et qu'on arrête également de prendre l'avion, tout ça amène ces économies à 860 kg. En bref, échangeons autant que faire se peut nos vieilles voitures polluantes par de bons vélos, et les trajets en avion par des voyages en train. Mais ce n'est pas tout. En effet, il existe d'autres actions, notamment dans les secteurs des biens et du logement, que je vous laisserai consulter. On va quand même développer un dernier secteur, et je nous ai gardé le meilleur pour la fin avec le secteur de l'alimentation. La pollution engendrée par la viande et les autres produits d'origine animale fait de plus en plus parler d'elle, mais apparemment elle reste encore mal comprise par le grand public. Effectivement, quand bien même ça puisse sembler surprenant, l'un des premiers éco-gestes permettant de fortement diminuer son bilan carbone réside dans l'action de diminuer drastiquement sa consommation en poisson et en viande. Autrement dit, en termes d'action individuelle, il n'y a pas mieux pour le climat que de devenir végétarien, avec plus d'1 tonne de dioxyde de carbone économisé par an. Alors moi, j'aime beaucoup ce rapport parce qu'entre autres, il permet de mettre en avant les bons ordres de grandeur. Je veux dire par là que si on prend le plastique en exemple, être zéro déchet dans notre société va sembler beaucoup plus écolo que ne plus manger de viande, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. La différence est pourtant considérable entre les deux. Mais attention, je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas manger local ou tendre vers le zéro déchet. En ce qui concerne l'écologie, il n'y a pas de zèle. D'ailleurs, tous ces gestes peuvent et devraient à terme être cumulés. C'est par exemple totalement possible d'être végétarien et de manger local, en respectant les saisons et sans produire de déchets. Tout ça en arrêtant de prendre l'avion et sa voiture quotidiennement. Ce que je vous encourage à faire en revanche, c'est de faire votre propre bilan carbone. Pour cela, vous aurez des liens vers des calculateurs dans la description. Et une fois que ça sera fait, vous pourrez voir par vous-même quels sont les secteurs sur lesquels vous pouvez facilement agir. D'ailleurs, il y a de bonnes chances pour que vous soyez surpris des résultats. Alors, je comprends que tous ces gestes ne soient pas évidents à mettre en place du jour au lendemain, mais voyons-les plutôt comme des objectifs à atteindre. Petit à petit, en changeant nos mauvaises habitudes, on peut arriver à diminuer notre impact planétaire de manière significative. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Voyons ensemble pourquoi. Lors des accords de Paris sur le climat en 2015, la France s'est mis comme objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par Français. Ce montant permettrait de ne pas dépasser un scénario à plus de 2 degrés. Le problème, c'est qu'actuellement, les émissions d'un Français moyen plafonnent toujours à 10,8 tonnes. Et ça n'a rien d'étonnant, vu que notre gouvernement n'a rien entrepris pour faire baisser ce bilan de manière significative. Bref, si nous voulons respecter les accords de Paris et rester sous des températures à peu près vivables, il faut diviser notre empreinte actuelle par 6. En enlevant déjà plusieurs tonnes d'équivalent CO2 de notre bilan, tous les leviers d'action que l'on a vus permettent de faire quasiment le tiers du chemin. Et d'ailleurs, la liste n'étant pas exhaustive, on aurait pu aller encore plus loin. Toutes ces actions sont donc indispensables, mais restent insuffisantes. Effectivement, même si les mettre en place représente déjà un superbe exploit, notre impact sur la planète est tellement démesuré à la base qu'il reste encore beaucoup de boulot à accomplir pour arriver en dessous des 2 tonnes d'émissions carboniques à ne pas dépasser. Et pour y arriver, les gestes à petite échelle ne suffisent pas. Il va falloir revoir en profondeur notre système actuel, que ce soit sur le plan de l'industrie, de l'agriculture ou de l'organisation de notre société. Une société non plus basée sur la croyance en une énergie fossile illimitée et inoffensive, mais plutôt sur la promesse d'un monde vivable et agréable pour tous les terriens. Qui dit refonte du système implique changement radical de l'orientation politique de nos pays. Ouais, parce que pour l'instant, malgré le nombre de COP, de traités,
d'accord et de concertation autour des problèmes bioclimatiques, rien, mais alors rien n'a bougé. Par contre, la concentration en dioxyde de carbone, elle, a joyeusement continué de grimper évidemment. Il suffit de prendre un peu de recul sur ces dernières années pour se rendre compte que l'incidence des différentes COP sur les émissions de gaz à effet de serre est absolument insignifiante. Il est donc impératif de faire comprendre à notre classe politique qu'on ne les laissera pas continuer à s'aborder notre futur, et ça commence en arrêtant de voter pour eux. En effet, la plupart des partis n'ont absolument pas les crises environnementales au cœur de leur programme, ce qui est un non-sens total au vu de la situation. Heureusement, ce n'est pas le cas pour tous les partis. Tout n'est pas complètement perdu dans la politique, il reste encore un léger espoir venant d'eux. La cause écologique a fait une petite percée durant l'année 2019. Des marches pour le climat, auxquelles ont participé des dizaines de milliers de citoyens, ont remis le sujet au goût du jour. Avec un fort vote provenant des jeunes, le parti Europe Écologie Les Verts a réussi à se placer sur le podium, lors des européennes l'année dernière. Il avait remporté 13,4% des voix, derrière La République En Marche et le Rassemblement National. Et si on prend en compte les résultats d'Urgence Écologie et du parti animaliste, alors on arrive à environ 16% des suffrages. C'est un résultat encore insuffisant pour les partis écolos, mais qui reste honorable et plutôt encourageant. En effet, le parti animaliste a créé la surprise lors des dernières élections, mais aujourd'hui, c'est plutôt d'Urgence Écologie dont j'avais envie de parler. Après lecture de leur programme, on peut se rendre compte qu'ils ont les mesures écologiques les plus ambitieuses. Sur le plan environnemental, c'est le parti le plus pertinent, car il a une vision à la hauteur du défi climatique. Avec seulement 1,8% des voix, on pourrait se dire que c'est un non-événement, et pourtant, quand bien même le score soit faible, leur résultat est en fait une bonne surprise. C'était un parti complètement inconnu quelques semaines avant les élections, et ils ont pourtant réussi à faire plus que le parti d'Asselineau, alors que lui était tout de même candidat lors des élections présidentielles et a une couverture médiatique plus importante. Au vu de ces premiers résultats, on peut espérer une montée en puissance d'Urgence Écologie pour les présidentielles de 2022. Ils vont avoir un rôle important à jouer car, même s'ils ne sont pas élus, ils pourront occuper un espace qui ne l'était pas jusqu'à présent, ce qui permettra d'exposer réellement l'urgence dans la sphère des élections. Cet espace, c'est celui de l'écologie radicale, avec des mesures politiques basées sur les consensus scientifiques. Parce que oui, Europe Écologie Les Verts, à côté, ils sont encore un peu dans l'idéologie de la croissance verte. Ils ne remettent pas vraiment en cause le capitalisme ou l'économie de marché. Alors que, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, c'est strictement impossible d'avoir une croissance illimitée dans un monde avec des limites finies. Viser à faire croître une économie basée sur les énergies fossiles tout en cherchant à décroître les émissions de gaz à effet de serre, c'est juste impossible. Sur ce plan-là, ils sont complètement à côté de la plaque. Quoi qu'il en soit, voilà ce que j'avais à dire concernant l'aspect politique. Mais bon, avouons-le, il y a très peu de chances qu'un parti écologiquement radical arrive à l'Elysée en 2022. Et en dehors du fait qu'on va pas rester encore 2 ans sans rien faire, on sait malheureusement trop bien que même si ce genre de parti arrivait au pouvoir, tout ce qui est écrit dans un programme n'est que rarement mis en place, et que nos politiques ne tiennent pas toujours leurs belles promesses. Même si certains d'entre eux peuvent encore jouer un rôle dans ce combat, il vaut mieux ne pas trop se reposer sur les politiciens. En fait, pour être honnête avec vous, je pense que c'est à nous de faire changer nos politiques, car c'est notre avenir qui en dépend. Et vu qu'ils n'ont pas très envie, eh bien il va falloir se confronter à eux. Il va falloir rentrer en résistance contre ce système toxique pour exiger des changements drastiques de la part de nos gouvernements. C'est donc le moment parfait pour évoquer les stratégies de lutte, en commençant premièrement par ce que l'on a déjà entrepris par le passé. Si on regarde les différents moyens de contestation que l'on a employés jusqu'alors, c'était souvent constitué de marches, de manifestations et de pétitions. Et les résultats de ces moyens de lutte se sont avérés insuffisants. Il se trouve par exemple qu'en mars 2019, 4 associations ont monté l'affaire du siècle, une pétition ayant pour but d'obliger le gouvernement à prendre ses responsabilités en faveur de l'environnement. Cette pétition a été signée par plus de 2 millions de personnes en France. Et ensuite, de grandes manifestations ont émergé dans tout le pays, avec plus de 350 000 personnes dans les rues le 15 mars 2019. Des mobilisations citoyennes d'une telle ampleur, c'était vraiment inédit. Quelle a été la réponse du gouvernement ? Bah rien du tout. On ne leur a pas mis assez la pression. On observe donc que la classe gouvernante se fiche un peu de la volonté des Français, et semble même déterminée à continuer de nous mener droit dans le mur. Bon, du coup, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, comme on l'a dit, ces moyens d'action seuls ont été inefficaces. Mais heureusement, il y en a plein d'autres.
J'ai donc envie de parler avec vous de désobéissance civile, un mode d'action pour se réapproprier la démocratie. La désobéissance civile, c'est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un gouvernement, ou plus globalement à une manifestation du pouvoir jugée injuste. Et ça n'a en fait rien de novateur. Des soulèvements de population contre des systèmes considérés néfastes, il y en a eu des centaines le siècle dernier. En effet, le XXe siècle fut marqué par de grandes figures de la désobéissance civile, comme Gandhi, Rosa Parks ou Martin Luther King, pour ne citer qu'eux. Et si je reviens à nos problématiques, de par l'inaction des gouvernements et le déni démocratique dont ils font preuve, la désobéissance civile est légitime, et même indispensable. Dans une tribune publiée dans Le Monde, un millier de scientifiques appellent d'ailleurs les citoyens à cette désobéissance et au développement d'alternatives. Selon eux, face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire. Et de fait, des mouvements écologistes comme Youth for Climate, Alternativa ou Extinction Rebellion se sont appropriés ces nouvelles méthodes de lutte pour faire avancer la cause. Pour être plus concret, je vais présenter plusieurs actions qui ont été entreprises par ces différents collectifs. Puis on évoquera plus en détail leur stratégie. En avril 2019, s'est déroulé un blocage de masse lors de l'opération Bloquons la République des pollueurs, où plus de 2000 citoyens se sont mobilisés pour bloquer la défense, au niveau des tours de Total, EDF, de la Société Générale, ainsi que du ministère de la Transition écologique. Et ici, c'est une centaine de militants d'Extinction Rebellion qui ont bloqué le pont de Sully dans Paris, pour attirer l'attention des pouvoirs publics. En parlant d'XR, le 17 février 2020, 2 cimenteries ont été pris pour cible dans le but de stopper la production de béton ayant une empreinte carbone considérable. Lors de cette action, des spécialistes du bâtiment ont pu intervenir, afin de montrer des alternatives durables et efficaces pour les constructions de demain, à base de terre, de bois et de paille par exemple. Tout ça ne constitue évidemment que quelques exemples parmi des dizaines d'actions, visant des problématiques environnementales et sociales différentes. L'objectif de ces actions, par exemple quand des militants bloquent un centre commercial, ce n'est pas juste de bloquer pour entraîner des pertes financières au magasin. Non, l'objectif rejoint en fait une stratégie globale d'escalade. En effet, plus il y a de militants prêts à désobéir, et plus ils peuvent faire des opérations d'envergure. Le but à travers ce genre d'action est donc entre autres de se faire remarquer. Plus ça sera le cas, et plus il va y avoir d'articles, de reportages et de vidéos sur la cause écologique. Et de fait, ça va permettre de recruter encore plus de monde et d'entreprendre des opérations de plus en plus importantes. Ainsi, elles attireront d'autant plus l'attention des médias et de la population, permettant de recruter encore davantage de monde. Vous l'aurez peut-être remarqué, cela peut constituer une sorte de boucle de rétroaction positive, celle-ci étant réellement à notre avantage cette fois-ci. Et c'est cette stratégie d'escalade qui pourrait permettre de créer petit à petit un véritable rapport de force avec le pouvoir. Notez ici qu'on a surtout parlé de désobéissance civile non violente. Et faute de temps, on va pas pouvoir creuser le sujet des méthodes militantes un peu plus musclées. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces différentes modalités de lutte, je vous conseille de consulter l'ouvrage Full Spectrum Resistance. Voilà donc grossièrement tout ce qu'on peut entreprendre pour forcer nos sociétés à réagir à l'urgence bioclimatique. Malgré cela, ça peut tout de même sembler difficile d'arriver à mobiliser l'ensemble de la population. Mais en fait, si on s'intéresse à la diffusion des idées dans un groupe d'individus, on constate qu'il suffit d'un petit groupe de personnes pour influencer et guider toutes les autres. On les appelle les précurseurs. Ce groupe va prendre du temps à se constituer et représente en fait que quelques pourcents de la population totale. Mais finalement, grâce à leur engagement et leur détermination, ils peuvent amener toutes les sphères d'une société à remettre profondément en question l'ordre établi. Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, c'est la seule chose que l'on n'a jamais fait. Si ça peut vous rassurer, en dehors des climato-sceptiques qui se trouvent ici, la majorité de la population est prête à faire des efforts, mais elle n'a juste aucune idée de la situation. Les gens se sentent seuls et ne savent pas par quoi commencer, donc dans le doute, ils ne font rien. En revanche, si ces personnes commencent à voir le changement chez leurs voisins, puis dans leur famille et chez leurs amis, là elles suivront la masse et passeront à l'action. D'où le besoin de précurseurs conscients de l'urgence qui permettront de lancer la vague et de convaincre la majorité de la population. In fine, la pression sociale qui s'exercera sur les irréductibles climato-sceptiques finira par les faire changer eux aussi. Dès lors, l'inaction climatique de nos gouvernements ne sera plus tolérée.
Elle aura un coût social tellement important qu'ils seront forcés d'entreprendre une descente énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ça demandera de revoir complètement le fonctionnement de nos sociétés, ainsi que les fondements de notre système économique. Mais ça n'a rien d'impossible. Dans le passé, des exploits ont été réalisés quand la volonté politique était présente. Parlons de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, en Angleterre, près de la moitié des dépenses nationales étaient destinées directement à l'effort de guerre. Autre exemple, entre 1939 et 1942, les imports de nourriture pour le bétail ont chuté de 94%, puisqu'il était jugé ridicule de nourrir des bêtes plutôt que des hommes. Et en même temps, la production de biens de consommation et de construction s'effondrait également. On peut aussi citer l'initiative des Jardins de la Victoire. Ces potagers, cultivés dans toutes les résidences privées et parcs publics, étaient destinés à diminuer la pression sur l'approvisionnement alimentaire. Ils ont fleuri pendant les 2 conflits mondiaux et dans plusieurs pays. Un autre projet titanesque pendant la guerre froide, c'est le programme lunaire. Les États-Unis y ont investi des milliards, et en seulement 7 ans, ils ont réussi à faire poser le pied de l'humanité sur la Lune, alors que ça semblait impensable quelques années auparavant. Donc, dans le passé, on a déjà réussi à métamorphoser nos modèles socio-économiques, entre autres dans le but de s'entretuer pendant 2 conflits majeurs. De fait, ça ne me paraît pas impossible qu'aujourd'hui on puisse investir des ressources colossales dans un effort de guerre, afin de lutter contre un potentiel chaos climatique. Tiens d'ailleurs, voilà ce que disait Nicolas Hulot sur le sujet. Il est urgent d'affronter la réalité climatique et écologique, plutôt que de toujours lui tourner le dos. Nous devons absolument nous rassembler, au-delà de toutes nos barrières politiques, pour changer nos modes de vie. En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel, et nous sommes en guerre. Avec les moyens de résistance que j'ai cités plus haut, on peut donc contraindre nos gouvernements à rentrer dans une mobilisation comparable à celle d'une guerre mondiale. Un conflit cette fois-ci mené contre la destruction de la biosphère. D'autant plus qu'on n'est pas démunis pour mener cette bataille. Je vous présente le Shift Project, un groupe d'experts qui travaille sur l'atténuation du changement climatique et la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Pour ce faire, ils mettent en avant 9 propositions pour réduire les émissions de gaz carbonique à l'échelle européenne. Je vous invite à mettre sur pause parce que je ne vais pas plus détailler. Ce que je cherche à dire, c'est que des chercheurs bossent sur des mesures à mettre en place depuis des décennies. Pour l'instant, elles sont ignorées par nos gouvernements, mais si on se décide à partir en guerre contre le dérèglement climatique, alors nous aurons les armes pour le faire. Ok, on a pu aborder le gros du sujet, mais il y a tout de même un dernier aspect à aborder, je pense. Un aspect non moins important. Il se trouve que quand on aborde le sujet de l'écologie radicale, et donc de la décroissance, on parle trop souvent de choses désagréables. Il n'y a qu'à voir les gestes que j'ai évoqués jusqu'alors. Ne plus prendre l'avion, ne plus manger de viande, ne plus faire ci, ne plus faire ça, etc. En fait, on se concentre sur tout ce qu'on va devoir se priver, mais on n'expose pas assez tout ce qu'on a à gagner individuellement en entamant cette transition. Arrêtons de parler du climat et prenons un peu de recul. Pour cela, voici quelques infos en vrac. Aujourd'hui, on reste bloqué dans les bouchons plusieurs dizaines d'heures par an en moyenne. En dehors de l'agacement que ça représente, les particules émises notamment par ces transports occasionnent de la pollution atmosphérique, tuant près de 48 000 Français chaque année. Et d'autre part, le fait de toujours prendre nos voitures accentue la sédentarité, ce qui cause surpoids et obésité, tout ça pour aller bosser dans des boulots souvent répétitifs. À ce propos, le stress au travail devient un véritable fléau. Une grosse part des employés en sont touchés. Et c'est pas parti pour s'améliorer, car comme on l'a vu récemment, notre gouvernement aimerait nous faire travailler plus longtemps, car travailler plus, c'est produire davantage. Tout ça explique peut-être pourquoi la dose d'antidépresseurs d'un Français moyen a été multipliée par 7 en seulement 20 ans. Sincèrement, quand bien même il n'y avait pas de dérèglement climatique, ne serait-il pas temps de stopper notre culte à la consommation qui détruit notre planète, les animaux et les humains qui y vivent ? Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas seulement opérer un changement dans nos actions. Nous avons également besoin de changer d'état d'esprit et de perspective. À partir du moment où l'on ne verra plus la planète et les autres animaux comme des ressources exploitables, mais respectivement comme une maison et des individus à part entière,
alors je pense qu'on aura déjà gagné, et que toutes les actions à mettre en place seront jugées comme évidentes et impératives. C'est bon, on y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, on a vu dans un premier temps que notre civilisation et l'ensemble des terriens étaient en danger d'extinction. Et on le constatait sur différents plans, comme le déclin de la biodiversité, la destruction des habitats, notre dépendance aux énergies fossiles, la fragilité de notre système thermo-industriel, ainsi que l'augmentation future du dérèglement climatique. Et ensuite, on a évoqué des moyens de lutte pour faire chuter nos émissions de gaz à effet de serre et notre emprise sur le vivant. Que ce soit à une échelle individuelle et familiale, avec les différents éco-gestes correspondants, mais aussi et surtout comment résister et combattre les défenseurs du statu quo qui, de par leur inaction, mettent en danger la population planétaire, avec comme objectif de les contraindre à mettre en place l'ensemble des solutions qui sont déjà à portée de main. Tout ça nous permettrait de créer un monde durable, juste et agréable pour toutes et tous. De fait, il faut en parallèle des lieux d'expérimentation pour réfléchir et faire émerger ce nouveau monde. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense notamment aux fermes permaculturelles, aux écolieux ou aux villes en transition. Voilà donc, à mon humble avis, comment sauver l'humanité. Bien sûr, ça n'a rien d'exhaustif, je n'ai fait qu'effleurer le sujet et on pourrait continuer d'en discuter pendant des heures. D'ailleurs, si vous êtes partant pour continuer la discussion, que ce soit pour nuancer mes propos, pour apporter d'autres pistes de réflexion, ou éventuellement me contredire sur un point, eh bien je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire. Néanmoins, je pense qu'on a réussi à tracer les lignes directrices pour passer à l'action. Il est donc temps de clôturer cet exposé. Et pour ce faire, je ne peux pas m'empêcher de vous partager ces quelques mots. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager pour diffuser ce sujet. Pensez également à mettre un pouce bleu. Ça ne vous coûte rien, mais ça permet en revanche d'augmenter le référencement de mon travail. Enfin, l'ensemble des articles, études et sources de mon argumentation se trouveront dans le commentaire épinglé. Et dans la description, je vous mettrai un maximum de liens vers des associations, des sites et des collectifs pour que vous puissiez à votre tour passer à l'action. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour surmonter ce nouveau défi. À bientôt!